Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. À la une de ce journal, la France a organisé une cérémonie sobre vendredi pour honorer la mémoire des 130 personnes tuées dans les attaques du 13 novembre à Paris. Il s'agissait du premier événement officiel depuis que des extrémistes islamiques ont attaqué le Stade de France, des bars, des restaurants et une salle de concert en plein cœur de Paris. Devant les Invalides, des photos des 130 personnes tuées dans les attaques sont montrées à l'écran. Leurs noms ont été lus avant la tenue d'une minute de silence par les 2000 personnes présentes, dont les familles des disparus, des personnes blessées lors des attaques et des dignitaires. C'est le président français François Hollande qui a dirigé la cérémonie. Nous ne céderons ni à la peur, ni à la haine. Et si la colère nous saisit, nous la mettrons au service de la calme détermination à défendre la liberté au jour le jour. Les résidents de Paris qui ne pouvaient assister à la cérémonie ont accroché un drapeau tricolore à leurs fenêtres. Les gens, y compris des touristes de partout dans le monde, ont continué à visiter la place de la République et les sites visés par les attaques pour laisser des gerbes de fleurs, allumer des lampions et écrire des messages personnels. Depuis le 13, pour moi, j'habite pas très loin, je viens de temps en temps ici. Bon, là, il y a aujourd'hui, bon, il y a un peu plus de monde, mais tous les jours, c'est vrai qu'il y a du monde, tous les jours, matin, midi et soir. Pour moi, il y a pas, j'ai de la peine, j'ai de la peine. La majorité des victimes avaient moins de 35 ans et étaient originaires de plus de 50 villes en France et de 17 pays étrangers. Les attaques coordonnées il y a 2 semaines ont été revendiquées par le groupe État islamique et ont été décrites par le président Hollande comme une déclaration de guerre. Et après avoir enterré les morts, il nous reviendra de réparer les vivants. À vous tous, je vous promets solennellement que la France mettra tout en œuvre pour détruire l'armée des fanatiques qui ont commis ces crimes. La cérémonie de commémoration s'est terminée avec l'hymne national français, la Marseillaise. Évoquons maintenant la conférence 2015 sur les changements climatiques qui débutera lundi prochain à Paris. Le président français a déclaré qu'il appartenait à l'humanité de décrocher un accord sur le changement climatique. François Hollande a comparé les dégâts environnementaux à ceux provoqués par le terrorisme. L'homme est le plus grand ennemi de l'homme. Nous le voyons pour le terrorisme. Mais nous pouvons aussi le dire pour le climat. C'est l'homme qui dégrade la planète. C'est l'homme qui détruit la nature. Et donc c'est l'homme, une fois encore, qui doit être à la hauteur de sa dignité et des générations futures. Et si l'on veut détruire le terrorisme, et depuis plusieurs semaines, je fais beaucoup de déplacements à travers le monde pour appeler d'abord les pays européens, mais aussi l'ensemble des pays concernés par la lutte contre le terrorisme, c'est bien pour défendre une certaine conception de l'humanité. À l'approche de la conférence, la France a intensifié sa sécurité. Ce sont maintenant plus de 120 000 hommes qui ont été déployés sur le territoire. Leur rôle est de faire face à toute menace terroriste potentielle. Aux abords des lieux où se tiendra la conférence, dans le nord de la capitale, plus de 2800 hommes assurent la sécurité. Par ailleurs, des contrôles draconiens sont imposés aux personnes accédant à cette zone. Une centaine de membres de la sécurité des Nations Unies et un peu moins de 300 gardes de sécurité privés sont également à pied d'œuvre. Environ 150 chefs d'État et 4000 autres participants sont attendus lors de cette conférence. La COP21, la conférence 2015 sur les changements climatiques, commencera dans 2 jours à Paris. 138 dirigeants de la planète sont invités. 18 ans après la conférence de Kyoto, cette nouvelle rencontre devrait permettre d'obtenir un engagement contraignant sur la réduction des émissions dans le monde. Cependant, décrocher un accord de la part de l'ensemble des nations impliquées n'est pas chose facile, même si l'avenir de la planète et de ses habitants est en jeu. L'année 2015 devrait connaître les températures les plus hautes jamais enregistrées. Il s'agit d'ailleurs d'un des éléments essentiels du rapport rendu public mercredi par l'Agence météorologique des Nations Unies. Cette dernière met en garde contre l'inaction face au changement climatique
En effet, les températures pourraient monter de 6 degrés Celsius, voire plus. Réunis à Paris pour la COP 21, les pays participants tenteront de décrocher un accord visant à maintenir le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius. Dans cet accord, il y aura tous les éléments importants relatifs aux questions majeures dont nous discutons en ce moment. Par exemple, l'adoption de la réduction, le financement, la capacité de construction, le transfert de technologies et tous les types de sujets qui sont très importants pour le monde entier pour réellement appliquer la Convention. Le but de la conférence est d'atteindre un accord juridiquement contraignant et de fixer les objectifs visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, les Nations Unies ont le soutien de l'Union européenne. L'Union européenne se battra pour un mécanisme très ambitieux. En effet, lorsqu'on doit parvenir à un accord qui regroupe 196 parties, la façon la plus facile de s'en sortir est que cet accord soit minimaliste, car c'est plus facile pour obtenir un consensus. Avant le début de la conférence de Paris, tous les pays ont été invités à faire connaître leurs propres objectifs. La Chine s'est engagée à réduire ses émissions carbone par unité de PIB de 60 à 65% à l'horizon 2030 sur la base de 2005. Beijing a également promis d'accroître d'environ 20% la consommation des énergies non fossiles également à l'horizon 2030. Le président des États-Unis, Barack Obama, a fait connaître un projet ambitieux. Celui-ci prévoit d'abaisser les émissions de gaz carbonique de 32% avant 2030 sur la base de 2005. Un plan que le Congrès des États-Unis doit valider. Il y a 18 ans, Washington signait un protocole d'accord permettant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, un plan que le Sénat américain avait par la suite refusé de ratifier. Depuis, et malgré les espoirs soulevés lors de la conférence de Copenhague autour d'un traité juridiquement contraignant en 2009, la rencontre n'avait pas abouti. Dans l'impasse, les négociations avaient alors accouché de l'accord de Copenhague, non contraignant juridiquement. Bien que certaines nations aient fait des efforts pour réduire leurs émissions de gaz, des divisions subsistent autour de la question du changement climatique, en particulier sur la part de responsabilité des nations en développement et des nations développées. Par conséquent, le courage politique et la sincérité seront nécessaires lors des pourparlers de Paris. Autre sujet d'actualité, la Russie a déclaré qu'elle suspendrait un accord portant sur les visas pour les ressortissants turcs dès le 1er janvier. Il s'agit de représailles contre Ankara dans la foulée de l'attaque contre un bombardier russe mardi. Moscou a exclu toute forme de réponse militaire contre la Turquie, qui est membre de l'OTAN, mais le gouvernement russe est engagé à adopter d'importantes mesures de représailles visant des pans entiers de l'économie turque, dont le tourisme, l'agriculture et les investissements. Nous croyons que les dirigeants turcs ont franchi la limite de ce qui est permis et ils risquent de diriger la Turquie dans une situation encore plus critique du point de vue des intérêts nationaux à long terme et de sa position dans la région. L'armée russe a accusé la Turquie d'avoir planifié l'attaque qui a conduit à la destruction de son bombardier. Lors d'une conférence de presse ayant eu lieu vendredi, le commandant en chef des forces aériennes russes, Viktor Bondarev, a affirmé détenir la preuve selon laquelle l'avion a été pris dans une embuscade. Viktor Bondarev a déclaré que 10 minutes après le décollage des 2 avions russes d'une base située en Syrie, 2 chasseurs turcs F-16 ont franchi l'espace aérien syrien et y seraient restés 40 secondes avant de faire feu sur l'un des appareils russes. Le militaire a ajouté que le pilote de l'avion, qui n'a pas été touché, en avait été témoin. Il a précisé que l'opération avait dû être préparée car il aurait normalement fallu 46 minutes aux avions de guerre turcs pour se rendre sur les lieux. Il a par ailleurs insisté sur le fait qu'aucune sommation n'avait été faite par la Turquie avant que ces chasseurs n'ouvrent le feu, affirmant que l'enregistrement audio rendu public par la Turquie, censé rendre compte des communications avec l'avion russe, est un faux. Aux États-Unis, les policiers ont arrêté un homme à la suite d'une fusillade à l'extérieur d'une clinique d'avortement dans la ville de Colorado Springs. Le tireur a ouvert le feu avec sa carabine, faisant 3 morts et 9 blessés. Le tireur a été arrêté, la situation est sous contrôle. Il n'y a plus de menaces pour les gens de Colorado Springs, mais nos policiers doivent examiner les lieux du crime qui sont très vastes. Le maire de Colorado Springs a confirmé qu'il y avait 3 morts, 2 civils et un officier de police.
Le suspect s'est d'abord engagé dans une longue fusillade avec la police, mais s'est finalement livré aux policiers environ 5 heures après le début des événements. Les autorités ne connaissent pas pour le moment son identité et ni ce qui l'a motivé à agir ainsi. Ce qu'on appelle aux États-Unis Planned Parenthood ou planning familial en français, offre des soins de santé aux femmes partout dans le pays et pratique aussi des avortements dans quelques cliniques. À l'occasion de Thanksgiving, la fête de l'Action de grâce, partout aux États-Unis, les commerçants ont proposé d'importants rabais dans le but d'attirer les consommateurs à la recherche des bonnes affaires. Les analystes prévoient qu'environ 20% des achats réalisés durant les périodes de vacances aient lieu au cours du week-end qui a commencé lors du Black Friday. Aux États-Unis, plus de 135 millions d'acheteurs profiteront de cette période. Les soldes du Black Friday ou Vendredi noir sont devenus traditionnels aux États-Unis. En dépit des basses températures, les clients attendaient patiemment et dans le froid l'ouverture des centres commerciaux. Les achats sur Internet gagnent en popularité. Facilité et tranquillité sont deux des avantages qui font la différence. D'ailleurs, Walmart et d'autres distributeurs, à l'image de Home Depot, se concentrent maintenant sur le commerce électronique. Les transactions conclues en ligne devraient cette année dépasser le milliard de dollars, soit 22% de plus que l'an dernier. Cependant, nombreux sont ceux qui restent persuadés que les meilleures affaires se font dans les magasins physiques. Au cours de la saison de l'Action de grâce, la dépense moyenne par consommateur sera supérieure à 805 $. La Fédération nationale américaine des détaillants s'attend à un volume de vente supérieur à 630 milliards de dollars ou 4% de plus en glissement annuel. Fièvre acheteuse aidant, les analystes estiment que la consommation fera un bond de 3% au quatrième trimestre et que la confiance des consommateurs se rétablira par la même occasion. Accueillons maintenant sur le plateau Chedan qui va nous présenter l'actualité chinoise. Bonjour Chedan. Bonjour Jonathan. Merci de nous rejoindre. Alors la même question que d'habitude, de quoi parle-t-on aujourd'hui en Chine? Eh bien, on va commencer ce volet d'actualité chinoise avec le prochain voyage de notre président en Afrique. Le président Xi débutera mardi prochain une visite d'État de 2 jours au Zimbabwe. Celle-ci sera la première d'un président chinois en un peu moins de 20 ans. Les liens économiques unissant les deux nations devraient dominer les discussions entre le dirigeant chinois et son homologue zimbabwéen Robert Mugabe. Il y a un peu plus d'un an, le président Robert Mugabe était à Beijing. À cette occasion, plusieurs séries d'accords avaient été signées avec le chef d'État chinois. Ces accords concernent le développement d'infrastructures, les énergies et leur production, la distribution de l'eau ainsi que l'agriculture. Lors de cette nouvelle visite, les accords d'un montant de plusieurs milliards de dollars devraient être finalisés avant leur application. La première chose importante que notre gouvernement, mais aussi la population zimbabwéenne souhaite, c'est la clarification et la finalisation de ce que l'on appelle les gros contrats ou encore les accords de libre-échange, les conventions de prêt. Ces derniers ont été signés entre les entreprises et gouvernements zimbabwéens et chinois. En plus des fonds attribués au développement, le Zimbabwe espère renforcer ses échanges commerciaux avec la Chine, un pays qui est déjà un partenaire commercial majeur. Le Zimbabwe veut aussi accentuer ses liens commerciaux avec la Chine. On note que les données ont augmenté depuis que le Zimbabwe dialogue avec la Chine. Cependant, le Zimbabwe aimerait aussi s'assurer que cette relation profite au Zimbabwe et que les partenaires sont sur un pied d'égalité. Les échanges sino-zimbabwéens ont culminé l'an dernier à 1,2 milliard de dollars, soit plus du double qu'il y a 5 ans. Les principales exportations du Zimbabwe sont le tabac, le coton et le chrome. Le pays du sud de l'Afrique prévoit d'ajouter de la valeur à ses matières premières, une tendance qui se traduirait par l'exportation de produits finis ou semi-finis. Pour y parvenir, il faut faire revivre les industries, un secteur ayant un fort besoin de capitaux. La pénurie de capital est une conséquence de l'interdiction faite au Zimbabwe d'emprunter auprès des marchés internationaux. Les discussions avec le président chinois pourraient évoquer une aide en direction du Zimbabwe et de ses problèmes de manque de liquidité. Ils étudieront la meilleure façon d'avoir recours au crédit chinois, en particulier pour les banques zimbabwéennes. Ces dernières ont grand besoin de crédit.
Le gouvernement de Robert Mugabe s'attache à mettre sur pied un ambitieux projet de reprise économique baptisé Zima 7. Celui-ci vise à créer au moins 2 millions d'emplois, à rajeunir les infrastructures et à permettre une croissance économique annuelle d'au moins 5% au cours des 5 prochaines années. Les milliards nécessaires à la mise en place de ce projet pourraient être débloqués lors de la visite du dirigeant chinois. Le Kenya est le plus grand exportateur mondial de thé noir, mais de nombreuses restrictions empêchent encore les profits tirés de l'exploitation de la denrée d'être rapatriés à l'intérieur du pays. Les industriels du thé au Kenya comptent désormais sur le soutien des sociétés chinoises pour augmenter la valeur ajoutée et le prix de leurs produits sur le marché international. Le Kenya est célèbre pour son thé noir CTC, reconnu pour son procédé de fabrication unique, qui est à l'origine de sa couleur brune intense. 95% de la production du thé au Kenya est exportée. Mais cette industrie est largement tributaire des quelques multinationales partenaires contrôlant de la production au canaux d'exportation, en passant par la fixation des prix. Les cultivateurs indigènes de thé et les industriels perdent progressivement une part significative de leurs profits. Ngorongo Tea Factory est une usine qui fabrique du thé noir kényan depuis près de 50 ans. Ses propriétaires ont réalisé que leur activité les a rendus au fil des années plus vulnérables aux évolutions du marché. Au fil des ans, la dépendance de notre pays au thé noir, CTC, a pris une ampleur importante. Au cours des 2 dernières années, nous avons connu au Kenya une surproduction de thé noir CTC qui a sérieusement affecté le niveau des prix. Les prix ont chuté de près de 50%. L'usine Ngorongo a pris conscience du fait que sa stratégie devait évoluer pour rester dans la course. Nous devons constamment innover en termes de diversification des produits, mais aussi pour rendre nos produits plus abordables aux consommateurs de ce pays. Nous prévoyons également de nous diversifier sur les marchés d'exportation. La pression liée au changement ne se ressent pas seulement chez les industriels du thé. Les petits cultivateurs de thé aspirent aussi à améliorer leurs conditions en agrandissant la taille de leur propre production. Je viens de cette région, j'ai été à l'école ici et toute ma famille habite dans cet endroit. Ici, la plupart des gens cultivent du thé, mais sur de petites parcelles de terre. La taille limitée des productions place les petits cultivateurs dans une position désavantageuse sur la chaîne de valeur. C'est pourquoi la diversification et l'élargissement de la taille des productions sont la priorité absolue des petits cultivateurs et de tous les industriels de thé du pays. Mais tout cela requiert de nouvelles sources de financement. Ainsi, il n'est pas surprenant de voir que la Banque chinoise de développement tente de s'impliquer davantage dans l'industrie du thé au Kenya. L'usine est l'un des clients potentiels de notre banque. Ils envisagent de s'élargir au marché chinois, mais également d'augmenter leur capacité de production. Nous pensons qu'elle atteint le niveau d'exigence demandé pour soutenir les bases de la croissance de ce pays et pour aider les petits cultivateurs et les travailleurs. Le soutien financier de la Banque chinoise de développement ne montre qu'un des aspects de ces efforts réalisés. Avec l'augmentation des échanges et la multiplication des domaines de coopération entre la Chine et l'Afrique, la Banque chinoise de développement, en plus de fournir des investissements solides, est en mesure d'établir le lien manquant aux petits cultivateurs et aux industriels pour conquérir de nouveaux marchés dans le futur. Une cible ambitieuse de 100 milliards de dollars américains par année a été établie pour les échanges commerciaux entre la Chine et la Thaïlande. Dans le cadre d'une stratégie pour stimuler la croissance, environ 300 entreprises ont exposé leurs produits lors d'un salon professionnel à Bangkok. Ces véhicules spéciaux construits par un fabricant chinois fonctionnent tous grâce à des piles. L'industrie des véhicules électriques croît de 30% par année en Chine et les fabricants envisagent maintenant d'exporter leurs produits. Ce centre de commande mobile obtient un énorme succès commercial auprès des services de police en Chine. Maintenant, ces fabricants espèrent aussi susciter l'intérêt de la police thaïlandaise. Au début, nous voulons vendre plus de 500 véhicules par année en Thaïlande. Nous pensons que si nous augmentons nos parts de marché, nous pourrons construire une usine en Thaïlande. La compagnie vend déjà des machines agricoles pour une valeur de 2 millions de dollars par année en Thaïlande. Elle espère maintenant multiplier ses ventes par 3.
La Chine est un grand pays agricole et la Thaïlande aussi. Alors nous sommes venus ici pour conclure des ententes. Plus de 200 entreprises chinoises et une centaine d'entreprises thaïlandaises ont participé à l'événement montrant 3000 produits différents. Le commerce bilatéral entre les deux pays est déjà évalué à environ 67 milliards de dollars par année et certains espèrent qu'il va atteindre les 100 milliards de dollars. Cet événement est très important parce que c'est un pont pour aider à éveiller la conscience commerciale des investisseurs thaïlandais et chinois, mais aussi des entrepreneurs. Le gouvernement chinois particulièrement prête attention à ce genre d'événement commercial. Des entreprises thaïlandaises ont fait la promotion d'une vaste gamme de marchandises d'exportation, particulièrement des produits dans le domaine de la santé, des stations thermales et des massages, qui intéressent particulièrement le marché chinois. La Chine et la Thaïlande voient des avantages mutuels dans un partenariat économique en pleine expansion. Pour les entreprises chinoises, la Thaïlande offre un accueil intéressant et une passerelle pour la communauté économique de l'ASEAN. Pour la Thaïlande, plus d'1 milliard de consommateurs chinois représentent un marché énorme. La communauté économique de l'ASEAN va lancer formellement à la fin de 2015 les célébrations qui vont souligner le 40e anniversaire des relations diplomatiques et commerciales entre la Chine et la Thaïlande. Et voilà, ce volet dédié à l'actualité chinoise est terminé. Retour maintenant au plateau principal et retrouvons Jonathan pour la fin de cette édition. Merci beaucoup, Chedan. Et merci à vous pour votre attention. Cette édition est à présent terminée. Bonne suite de programme à toutes et à tous sur notre chaîne.